Pour la résolution graphique, on va prendre le même exemple, l'exemple numéro 1, c'est-à-dire l'exemple de cette entreprise qui fabrique deux produits A et B, qui génère des marges unitaires de 40 et 60 dirhams respectivement. On a trois machines M1 et M2. La fabrication d'une unité de A nécessite 2 heures de machine M1, 1 heure de machine M2 et 1 heure de machine M3. Pour B, on a besoin d'1 heure de machine M1, 1 heure de machine M2 et 3 heures de machine M3. Donc pour l'atelier, on dispose, il y a la disponibilité des machines. On a 7 machines de type M1, 4 machines de type M2 et 9 machines de type M3 qui peuvent travailler ou bien fonctionner 10 heures par jour, ce qui nous donne 10 x 7, 70, 10 x 4, 40, 10 x 9, 90. Cette information, elle est représentée sous forme d'un tableau, qui est le tableau suivant, qu'on a déjà vu, et qu'on peut écrire sous une écriture qu'on appelle la forme canonique. Voilà la forme canonique de ce problème de programmation linéaire. On est toujours dans le cas de maximisation. Alors maintenant, comment résoudre ce problème? C'est-à-dire, on va passer par, tout d'abord par la méthode graphique. Comment résoudre graphiquement ce problème de programmation linéaire? Alors, les étapes sont les suivantes. Ben, il faut utiliser, tout d'abord, il faut tracer ce qu'on appelle la zone des solutions admissibles, ou bien réalisables, ou bien faisables. Ou bien le domaine des solutions admissibles, ou bien réalisables, ou bien faisables. Comment peut-on tracer ça? On utilise les contraintes. Il faut tracer les droites qui correspondent à chaque contrainte. Et comme ça, on a un certain domaine, une forme géométrique qui va représenter ce domaine de solution admissible. Cette forme géométrique a un nom, on l'appelle le polynôme, il doit être convexe pour pouvoir avoir une solution optimale. Et bien sûr, il faut seulement se pencher sur les sommets de ce polynôme. Pour voir ça, on va commencer bien sûr la résolution graphique. Alors, la première contrainte de la forme, bien sûr, on est toujours dans la forme canonique. La première contrainte s'écrit de la forme suivante, 2x1 plus x2, inférieur ou égal à 70. Alors, on va dessiner la droite suivante, qui correspond à la contrainte. 2x1 plus x2 est égal à 70. Alors, pour dessiner cette droite, on a besoin de 2 points. Les 2 points qui sont triviaux sont les suivants. C'est x1 est égal à 0, x2 est égal à 70. C'est x2 est égal à 0, x1 est égal à 35. Donc voilà les 2 points qui sont triviaux, qui sont faciles à dessiner pour pouvoir tracer cette droite qui est 2x1 plus x2 est égal à 70. Maintenant, on va passer à la deuxième contrainte de la même façon. x1 plus x2 est égal à 40. On va tracer la droite suivante. x1 plus x2 est égal à 40. Et on a besoin de 2 points pour tracer une droite. Les points les plus triviaux, c'est x1 est égal à 0, ça donc x2 est égal à 40. Si x2 est égal à 0, x1 est égal à 40. Et voilà les 2 points qui vont nous permettre de tracer la deuxième droite. Pour la troisième droite, c'est la troisième contrainte, il faut tracer la droite suivante, x1 plus 3x2 est égal à 90. On a besoin ici pour tracer la droite de 2 points. Alors si on donne x1 est égal à 0, x2 est égal à 30. Si x2 est égal à 0, x1 est égal à 90. C'est exactement ce que nous avons ici. Contrainte numéro 4 et numéro 5, ce ne sont que les contraintes de la non-négativité. C'est-à-dire x1 doit être supérieur à 0. On doit tracer x1 est égal à 0. x2 supérieur à 0, c'est-à-dire on doit tracer x2 est égal à 0. Il faut se rappeler que c'est vrai qu'on cherche des couples x1 et x2, c'est-à-dire une solution admissible qui vérifie toutes les contraintes, les 3 contraintes de la machine plus la contrainte de la non-négativité, mais on cherche pas une solution en fait admissible, on cherche une solution optimale. Une solution optimale doit être admissible d'avance. Et par la suite, qu'est-ce que ça veut dire optimal? C'est-à-dire cette solution admissible qui va maximiser la fonction objective. Donc, on est obligé de dessiner aussi la fonction objective. Et quelle est la forme de la fonction objective? C'est une autre que z est égal à 40x1 plus 60x2, qu'on peut arranger et écrire sous la forme suivante, x2 en fonction de x1, c'est-à-dire x2 moins 40 sur 60 x1 plus 1 sur 60 z.
tout simplement, on passe 40x1 de l'autre côté, et on divise par 60 et on aura ça. Alors, cette expression, c'est une fonction d'une droite avec un paramètre z qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on donne une valeur de z, cette expression va changer. Alors, par exemple, si z est égal à 900, j'aurai x2 est égal à moins 40 sur 60, c'est tout simplement moins 4 sur 6 x1, plus 900 sur 60. C'est exactement ce que j'ai trouvé ici. 900 sur 60 est égal à 15. Pour z est égal à 1800, on aura x2 moins 4 sur 6 x1 plus 30. Il suffit tout simplement de remplacer z avec sa valeur de 1800. 1800 sur 60, c'est 30. Pour z est égal à 2100, la fonction de la droite devient x2 est égal à moins 4 sur 6 x1 plus de 35, c'est-à-dire 2100 sur 60. Et finalement, bien sûr, pour le cas de z égal à 0, je remplace et j'aurai l'expression suivante, moins 4 sur 6. Remarquez que toute cette droite, ils ont le même coefficient directeur. Moins 4 sur 6, il se répète ici pour toutes les droites qu'on voit ici. La seule chose qui change, c'est le deuxième terme. D'accord? Si en général x2 est égal à ax1 plus b, dans ce cas, c'est b qui change. Alors, les droites qui ont le même coefficient directeur, on le sait déjà, ce sont des droites qui sont parallèles. D'accord? Et à chaque fois qu'on augmente, qu'on change la valeur ici, la valeur de z, l'expression change, mais c'est une famille de droites parallèles. Ça, il faut se rappeler de ça parce qu'on va l'utiliser. Alors, dans ce cas, par exemple, la même fonction, ici, vous voyez que c'est une famille de droites parallèles. Voilà, c'est x2 en fonction de x1. Ça, c'est l'axe des y, c'est l'axe des x2. Et l'axe des x, c'est l'axe où on a x1. Voilà, par exemple, ça, c'est la droite x2 2400, c'est-à-dire lorsque z est égal à 2400. Voilà l'expression de x2 2400 est égal à moins 40 sur 60 x1 plus 2400 sur 60. On peut la tracer, bien sûr, tout simplement. Si on a une expression d'une droite, on peut la tracer. Très bien. Il suffit dans ce cas tout simplement de tracer la première droite qui passe par l'origine et de tracer les autres qui sont parallèles. Vous voyez ici dans ce cas, ce qu'il faut remarquer, x2, 0, elle est là. Il passe par le point O qui a pour coordonnée 0, 0, 0. x2, 600, c'est-à-dire z est égal à 600, il passe par le point 0, 10. x2, 1200, c'est-à-dire z est égal à 1200, il passe par le point 0, 20. x2, 1800, c'est-à-dire z est égal à 1800, il passe par le point 0, 30. Et finalement, x2, z est égal à 2400, il passe par le point 0, 40. Donc, d'une part, le passage de x2, 0 à x2, 600, à x2, 1200, etc., le passage dans ce sens, c'est z qui augmente. Ici, z, c'est 0, et après, on passe à z est égal à 600, pardon. Z est égal à 600, z est égal à 1200, etc. Donc, lorsque z augmente, on a des droites parallèles, l'une au-dessus de l'autre. C'est-à-dire, si on va tracer des droites qui sont parallèles, le sens de l'augmentation de z est dans ce sens. Hein, est dans ce sens, c'est-à-dire en suivant ces droites. Maintenant, commençons par le domaine des solutions admissibles, c'est-à-dire les contraintes. La première contrainte est la suivante, 2x1 plus x2, inférieur ou égal à 70, on a dit qu'il faut tracer la droite. D'accord? Voilà la droite.
Les coordonnées, c'est le premier point, c'est 0,70. Voilà 0,70. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est 35, 0. Donc on trace la droite. Et les points qui vérifient 2x1 plus x2 inférieur à 70, ce sont tous ces points qui se trouvent à l'intérieur de ce triangle, bien sûr avec les côtés, ils sont inclus. Les côtés de ce triangle, ils sont aussi une solution de cette inégalité parce qu'on a ici inférieur ou égal. On a l'égalité. Les points qui se trouvent en dehors de ce triangle ne sont pas des solutions à cette inéquation. Donc ce qui nous intéresse, les solutions, ce sont cette zone, le triangle, la partie qui est colorée en gris. Pour la deuxième contrainte, donc on garde toujours la première droite et on ajoute maintenant la deuxième contrainte, x1 plus x2 est égal à 40. On sait déjà les coordonnées de la droite, 0,40 et 40, 0. Voilà, 0,40 et 40 0. On trace la droite. Et bien sûr, ça va nous délimiter une zone de x1 plus x2 inférieur est égal à 40. Maintenant, la situation est la suivante. On a deux contraintes. C'est-à-dire, quels sont les points qui vérifient à la fois la première contrainte et la deuxième contrainte. C'est-à-dire, à la fois, il vérifie 2x1 plus x2 inférieur est égal à 70 et x1 plus x2 inférieur est égal à 40. Ce n'est autre que cette zone qui est inférieure à la fois à la droite 1 et à la droite 2, c'est-à-dire cette surface qui est colorée en gris. Ça, c'est la solution de ces deux contraintes à la fois. Contrainte 1 et contrainte 2. Maintenant, on peut ajouter la troisième contrainte. La troisième contrainte, c'est la contrainte suivante, x1 plus 3x2 est égal à 90, c'est-à-dire la droite ou bien inférieure à 90. On a les deux points, 0, 30, voilà 0, 30, et 90, 0, voilà 90, 0. Alors maintenant, les points qui vérifient les solutions qui vérifient les trois contraintes à la fois doivent être inférieures à tous les droites à la fois. C'est-à-dire, doit être inférieur à la première droite, la première contrainte, à droite F, D, et doit être en même temps inférieur à la droite E, H, et doit être inférieur à la droite A, I. Alors la combinaison de ces trois contraintes, c'est-à-dire l'ensemble des points qui vérifient les trois contraintes, va nous donner cette superficie qui est là, qui est colorée en gris, et c'est qui représente l'ensemble des points qui vérifient les trois contraintes à la fois. Par exemple, à titre d'exemple, on peut voir que F, oui, F, elle vérifie la première contrainte, mais ne vérifie pas les deux autres contraintes, parce qu'elle est au-dessous de la droite de la deuxième contrainte et la droite de la troisième contrainte. Par exemple, ce point G qui est là n'appartient pas à ce domaine des solutions admissibles ou bien réalisables, tout simplement parce que G, c'est l'intersection de contrainte 1 et contrainte 3, c'est-à-dire il vérifie les contraintes 1 et les contraintes 3, mais ne vérifie pas la contrainte numéro 2. Pourquoi? Voilà la contrainte numéro 2, c'est cette droite qui est verte, parce qu'il se trouve au-dessous de la droite verte. Et par la suite, ce n'est pas une solution réalisable ou bien admissible. Le point O, c'est une solution admissible ou bien réalisable, parce qu'elle appartient à ce domaine. Le point A, il appartient. Tous les points qui sont à l'intérieur, aussi ce sont des solutions admissibles, et même les côtés de ce polygone, qu'on appelle polygone OABCD, d'accord?
qui va représenter, elle est convexe, qui va représenter l'ensemble des solutions réalisables, ou bien le domaine des solutions réalisables de ce problème de programmation linéaire. Ça, c'est l'étape numéro 1, c'est-à-dire de déterminer le domaine des solutions réalisables. Bien sûr, on n'a pas les coordonnées de B. Attention, on n'a pas les coordonnées de B et on n'a pas les coordonnées de C. Pour trouver les coordonnées de B et C, il faut tout simplement résoudre deux petits systèmes. B, c'est le point d'intersection de la deuxième contrainte avec la troisième contrainte, c'est-à-dire les deux droites qui sont là. Voilà, 2x1 plus x2 est égal à 70. Et x1 plus x2 est égal à 40. Ça, c'est pour C. Et pour B, c'est x1 plus x2 est égal à 40. Et x1 plus 3x2 est égal à 90. Donc, le point B, c'est l'intersection de la deuxième contrainte avec la troisième. Le point C, c'est l'intersection de la première contrainte avec la deuxième. Et en résolvant ces deux systèmes, on va trouver les coordonnées. C'est facile de résoudre ce genre de système. Il suffit tout simplement de remplacer. Alors là, on aura les coordonnées de ces deux points, de ces deux sommets. B, c'est 15, 25 et C, c'est 30, 10. Maintenant, on sait déjà, on a les coordonnées de O, on a les coordonnées de A, B, C et D. Bon, on a tout. On peut dire que la solution, ou bien le domaine des solutions réalisables, elle est délimitée par le polygone OABCD, qui ont pour coordonnées telle et telle. Maintenant, si on se limite sur ce polygone qui est coloré ici en gris, et on ajoute l'autre information qui concerne l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des droites qui représentent la fonction objectif. On a dit que l'expression est déjà écrite, ce sont une famille de droites qui sont parallèles. Voilà les droites qui sont parallèles, d'accord? Mais on n'est pas intéressé, d'accord? Mais on n'est pas intéressé par les droites qui ne traversent pas la zone des solutions admissibles. Parce qu'ici, on est en train de chercher une solution optimale, c'est-à-dire la solution qui va maximiser la fonction objectif. Tout d'abord, cette solution optimale doit être une solution admissible. Et par la suite, il doit passer par le domaine des solutions admissibles. Et dans ce cas, cette droite qui est là, qui est en dehors de la solution, de ce domaine des solutions admissibles, ne nous intéresse pas. Elle n'est pas intéressante pour nous. Ça ne nous intéresse pas parce qu'elle est en dehors de ce domaine de solutions admissibles. On va se limiter rien que l'ensemble des droites parallèles qui passent par le domaine des solutions admissibles. Attention, il n'y a pas rien que 3 ou bien 4 qui passent par ce domaine. Il y a une infinité de droites qui passent, qui sont parallèles et qui passent par le domaine des solutions admissibles et qui représentent cette fonction objective. Ce qui devient compliqué. Mais en utilisant le théorème fondamental de la programmation linéaire, ça va nous faciliter la vie. Le théorème stipule que si la valeur optimale d'une fonction économique d'un problème de programmation linéaire existe, c'est-à-dire si la solution optimale existe, alors cette valeur est atteinte à au moins un des sommets du polygone convexe délimitant le domaine des solutions réalisables. Autrement dit, il nous dit tout simplement, si les solutions existent, il va passer par au moins un des sommets, c'est-à-dire ou bien par un des sommets uniquement, ou bien par O, ou bien par A, ou bien par B, C et D, ou bien par 2 points, parce que le théorème il dit au moins un des sommets. Il peut passer par 2. Il peut passer par plus de 1. Donc, par 2, ça sera par exemple, il peut passer par B, il peut passer par C à la fois. Et dans ce cas, s'il passe par un seul point de ce sommet, on aura une seule et unique solution. S'il passe par 2 points, ça sera tous les points qui appartiennent. Par exemple, si la solution, si, je dis bien si, la solution passe par B et passe par C, dans ce cas,
l'ensemble des solutions optimales, ça sera le segment BC, tous les points qui appartiennent à ce segment BC. Alors, ceci, le théorème ça nous dit, c'est pas la peine de tracer les autres droites qui ne passent pas par les sommets. Donc, et par la suite, cette droite qui est là et cette droite, on n'est pas intéressé par les deux, parce que toutes les droites qui ne passent pas par les sommets ne sont pas intéressantes pour nous. Donc, on va se limiter aux droites qui passent par les sommets. Donc, voilà la première droite qui passe par O, la deuxième qui passe par A. Et effectivement, il coïncide aussi avec la droite qui passe par C, et la droite qui passe par B, et finalement la droite qui passe par D. Donc voilà la droite qui nous intéresse. Au lieu de tracer une infinité de droites parallèles, il suffit tout simplement de tracer les droites qui passent par les sommets. Et on a déjà l'expression mathématique de cette droite qui passe par les sommets. C'est la fonction objective, bien sûr. Et on remplace tout simplement les coordonnées des sommets pour trouver l'expression de la droite. Alors, ça c'est l'idée. Ça c'est graphique. Voilà, on trace, voilà le domaine, on détermine le domaine des solutions réalisables et on dessine la fonction objectif, l'ensemble des droites qui passent par les sommets et on décide. On a déjà dit que à partir de là, je sais déjà la solution. On a dit que Z augmente dans ce sens, c'est-à-dire à chaque fois qu'on augmente, qu'on se déplace vers ce sens, vers le haut, la droite parallèle qui se trouve en dessous de la droite précédente a un profit, c'est-à-dire Z, un profit total supérieur à la droite qui se trouve en bas. Et ainsi de suite. Par exemple, la droite qui passe par D, a un Z, c'est-à-dire un profit total, supérieur à cette droite qui passe par O. De la même façon, la droite qui passe par C, c'est la même aussi qui passe par A, parce qu'ils coïncident dans ce cas, a un profit total supérieur à la droite qui passe par D. Et ainsi de suite. Et la droite finale qui passe par B, c'est la droite qui a un profit total supérieur aux autres droites. Elle est supérieure à la droite qui passe par AC, supérieure à la droite qui passe par D, et celle qui passe par O. Donc ici, si j'utilise toutes ces informations, je peux dire tout simplement que la solution optimale, s'il va passer par au moins un des sommets, et qui va maximiser le bénéfice total, ça doit être B. Parce que c'est, d'accord, c'est le sommet qui maximise la fonction objective. Parce que donc, c'est la droite qui passe par B a un Z supérieur aux autres droites qui passent par A et C, qui passent par D et qui passent par O. Mais on peut vérifier ça avec un petit calcul. On a déjà l'expression de Z et on a les coordonnées de cette sommet. Z est égal à 40x plus 60, 40x1 plus 60x2. On peut tout simplement remplacer dans l'expression de la fonction objective. Alors pour le sommet O qui a pour coordonnées 0, 0, on peut calculer ZO, et ça nous donne 40 fois 0 plus 60 fois 0 est égal à 0. Pour le sommet A, qui a pour coordonnées 0, 30, on remplace 40 fois 0 plus 60 fois 30 est égal à 1800. Pour le coordonnées B, pour le sommet B, qui a pour coordonnées 15 et 25, on remplace dans l'expression de Z, et ça va nous donner 2100. Pour le sommet C, ZC est égal à 1800, pour D, ZD est égal à 1400, il suffit tout simplement de remplacer. Si
on compare ces valeurs de Z, on trouve que la valeur la plus élevée est celle qui correspond à ZB, c'est-à-dire le sommet B, qui a pour coordonnées 15, 25. Ce sommet B est le sommet qui nous donne la valeur de Z la plus élevée, c'est-à-dire c'est celui qui maximise Z. Autrement dit, c'est celui qui maximise le profit total. Donc la solution optimale, ce n'est autre que le sommet B de coordonnées 15, 25. Donc en conclusion, le sommet B de coordonnées 15, 25, c'est celui qui maximise la fonction objective et qui nous donne un profit total de 2100. Ce problème de programmation linéaire a une seule solution optimale, c'est le point B, qui est le couple x1 est égal à 15 et x2 est égal à 25. Alors maintenant, on a pu dessiner graphiquement tout ça parce qu'on a en fait deux variables. On a deux variables de décision x1 et x2. On peut dessiner ça, on peut dessiner toutes les droites si on a deux variables, x2 en fonction de x1, d'accord? X2 avec x1 c'est la quantité à produire de A et x2 c'est la quantité à produire de B. Mais imaginons si nous avons un autre cas, la même entreprise, par exemple, qui produisent, au lieu de produire deux produits, il a décidé d'augmenter, de mettre d'autres chaînes et de produire 4 produits. Donc on aura x1, x2, x3 et x4. C'est-à-dire dans ce cas, on aura 4 variables de décision parce qu'on a 4 types de produits qu'il faut envisager dans ce cas. Alors dans ce cas, si on a 4 variables de décision, ça sera pour nous très difficile de visualiser graphiquement, de dessiner graphiquement ces informations. Et par la suite, cette résolution graphique devient très limitée. Il faut chercher, dans ce cas, d'autres méthodes qui vont nous permettre de trouver la solution optimale ou bien des solutions optimales sans passer par la méthode graphique. Il existe bien sûr ce qu'on appelle la méthode du simplex. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une autre vidéo.